bienvenue sur le plateau d'Informatic News. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Bruno Picard, qui est directeur technique pour la société Nutanix France. Bruno Picard, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, l'objectif de cet entretien, c'est finalement de revenir sur les annonces que Nutanix a fait à sa conférence .next à Anaheim. Donc Anaheim, on rappelle, c'est dans la banlieue de Los Angeles, près de Disneyland. Exact. Je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux. Pas vraisemblablement, pas à ma connaissance. Mais donc il y a eu un certain nombre d'annonces qui ont été faites et on va revenir sur ces annonces les unes après les autres. On va commencer par alors il y a eu l'extension de Xilip reprise après sinistre, il y a eu l'extension également de la solution Xiframe, solution de desktop as a service. Après il y a eu la mise dans un environnement commun des stockages primaires et secondaires. Oui. Et puis il y a eu une intégration avec AWS. Donc on va reprendre tout ça dans l'ordre. Le premier point, c'était la reprise après sinistre. Donc, quelles ont été les avancées sur cette solution? En fait, Nutanix a annoncé son cloud public Xi, et notamment sa déclinaison en tant que Disaster Recovery as a Service avec l'offre Xilip, il y a un certain nombre de mois de cela, avec un certain nombre de data centers et de localisations ouvertes. La première en Europe était Londres. Et les annonces qui ont été faites lors de la conférence .next à Anaheim avaient pour objectif d'étendre le service à d'autres localisations en Europe, mais aussi en Asie, avec des data centers qui vont s'ouvrir. Et ce service qui va pouvoir être disponible pour les clients européens sur, dans un premier temps, une infrastructure basée en Italie pour l'Europe, puis en Allemagne, et aussi au Japon pour la zone asiatique. L'objectif est vraiment d'offrir aux clients qui ont une infrastructure, un cloud privé Nutanix, de pouvoir se reposer sur une infrastructure de cloud privé as a service pour offrir des fonctionnalités de disaster recovery managées complètement par les équipes Nutanix pour permettre des reprises en cas de sinistre de manière extrêmement simple, rapide, flexible et souple. Petite question, est-ce que cette solution a déjà été mise en œuvre par un de vos clients? Alors, pas encore en France. Enfin, on espère que ça n'arrive pas, mais malheureusement, ça arrive. Oui, pas encore en France. En l'occurrence, oui, bien évidemment, le Disaster Recovery arrive. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas eu de sinistres qui ont eu lieu et qui ont nécessité la reprise dans un environnement Xilip pour refaire fonctionner les infrastructures cloud privées de nos clients. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de clients qui sont extrêmement intéressés par ce service parce qu'il permet de mettre en œuvre un plan de reprise d'activité sans en subir les coûts d'infrastructure, en tout cas en ne subissant des coûts d'infrastructure seulement en cas de besoin, ce qui est essentiel. Et le fait d'avoir des data centers dans les différentes régions, donc oui, en Europe pour ce qui nous concerne, ça aussi c'est un point important, je suppose, parce que même si c'est une reprise après sinistre, le fait que les données restent en Europe, c'est quand même quelque chose d'important pour les entreprises. C'est essentiel pour les entreprises. Il était aussi essentiel d'ouvrir d'autres localisations en Europe que la localisation londonienne, puisqu'on ne sait pas ce que va devenir, entre guillemets, la Grande-Bretagne dans l'Europe dans les mois qui viennent. Donc il était fondamental aussi d'ouvrir d'autres localisations sur le territoire européen, et l'implantation en Italie et en Allemagne sont des points importants pour sécuriser nos clients. Et d'un point de vue technique, est-ce que la proximité du data center pour la reprise après sinistre est un élément important de la solution ou pas nécessairement? Pas nécessairement, puisque aujourd'hui les tuyaux de communication sont suffisamment dimensionnés pour pouvoir offrir ce genre de service, éventuellement même en dehors de la zone européenne, mais la localisation des infrastructures est importante pour la majorité de nos clients. Bon, très bien. Alors maintenant, parlons de la solution Desktop as a Service. Donc quels sont les éléments nouveaux que vous proposez avec cette solution? Alors, lorsque l'on a acquis la société il y a un peu plus de 8 mois, on en a fait un service Xiframe, dont l'objectif était vraiment de fournir des applications, tout type d'applications, tout type de desktop as a service dans le cloud public, exclusivement dans le cloud public, puisque à la fois le panneau de configuration, le control plane, ce qu'on appelle le control plane des infrastructures as a service desktop et applications, tourne dans le cloud public, chez Amazon ou chez Amazon Web Services ou chez Azure, mais dans sa première version, les desktops aussi fonctionnaient sur ces clouds publics.
un certain nombre de nos clients nous ont fait remarquer, et ils avaient raison de le faire, que faire tourner un desktop dans le cloud public qui accède à des applications qui sont potentiellement on-prem sur un cloud privé peut poser de vrais problèmes, pas seulement de sécurité, pas trop de sécurité mais plus de temps de latence, de performance. Si on rajoute à cela que la majorité des données accédées, en tout cas historiquement par ces applications, sont aussi dans les clouds privés de nos clients, il était important de pouvoir aussi offrir ce type de service sur le cloud privé Nutanix. Et donc l'annonce d'Anaheim a pour objectif de mettre à disposition ces services, non seulement dans le cloud public, qui reste toujours disponible dans le cloud public, mais aussi dans le cloud privé Nutanix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, tout en conservant le control plane dans le cloud public, instancier des applications, tout type d'applications, tout type de desktop, sur une infrastructure cloud privé Nutanix, pour rapprocher les applicatifs qui tournent dans les desktops et des données qui sont on-prem. On voit bien, ça procède quand même de l'idée qu'on va vers un rapprochement, une intégration beaucoup plus fine entre les clouds privés et les clouds publics. Enfin, toutes ces annonces, ça procède un peu de cette idée centrale. Exactement. L'idée centrale, c'est vraiment une idée hybride cloud, multi-cloud. C'est-à-dire qu'avec XiFrame, par exemple, le control plane qui va gérer les desktops, les applications partagées aux utilisateurs reste dans le cloud public, mais le client a vraiment le choix de déployer ses desktops dans le cloud public, mais aussi dans le cloud privé, et peut à tout moment décider de déplacer les workloads du cloud privé vers le cloud public et inversement. Très bien. Est-ce que les entreprises, en fonction de leurs besoins et de leurs contraintes, ont une idée très précise là où ils veulent mettre Pour certaines d'entre elles, oui. Pour certains besoins très spécifiques, oui, et elles savent pertinemment, et c'était la demande de nos clients, d'un certain nombre de nos clients, qui était vraiment, pour certains besoins très particuliers, d'avoir les desktops qui tournent dans le cloud privé, parce que les applications sensibles étaient dans le cloud privé, les données étaient dans le cloud privé, donc il était fondamental pour certains besoins, certains environnements applicatifs, certains types de desktops, de les avoir dans le cloud privé. D'autres clients savent aussi et pertinemment ont pour objectif de faire tourner des desktops ou des applications dans le cloud public parce qu'elles accèdent à des environnements qui sont plutôt nativement cloud public ou des applications qui sont nativement cloud public, mais d'autres clients ne le savent pas forcément. Donc le fait de leur offrir la liberté leur permet de ne pas être verrouillé à un instant donné et de pouvoir démarrer dans un endroit et continuer dans un autre et avoir cette liberté de mouvement des utilisateurs, du desktop, de l'environnement utilisateur, qu'il soit dans on-prem, soit dans le cloud public. Dernier point sur cette idée de desktop as a service, c'est quand même une idée qui existe depuis un certain temps et dont on a l'impression qu'elle a un peu de mal à décoller. Est-ce que vous avez un peu ce sentiment-là ou pas ? Le desktop, alors il y a deux choses, il y a le VDI et le desktop as a service. Le VDI a décollé, mais a toujours eu, c'était toujours l'année du VDI en fait. Mais globalement, si je prends l'historique de Nutanix, beaucoup de clients nous ont fait confiance pour mettre en place des infrastructures de postes de travail virtualisés dans leur data center. Le desktop as a service, qui est la possibilité d'instancier à la demande d'un poste utilisateur et de pouvoir le supprimer immédiatement après l'usage, est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus prégnant aujourd'hui et qui a beaucoup plus d'écho chez nos clients. D'autant plus que la solution XiFrame permet de faire fonctionner cet environnement avec n'importe quel type de navigateur. Il suffit d'avoir un navigateur sur un Chromebook ou n'importe quel device pour pouvoir accéder à cette fonction desktop as a service. Effectivement, il y a des entreprises qui font le choix d'avoir juste un Chromebook pour accéder à toutes les applications. Et XiFrame est vraiment l'outil idéal pour mettre à disposition des applications, un environnement Windows, un environnement Linux, à des utilisateurs qui n'ont qu'un simple Chromebook par exemple, pour accéder aux applications d'entreprise. Très bien. Alors, troisième annonce, c'est la réunification, enfin, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, du stockage primaire et du stockage secondaire dans un même environnement. Et je dirais que ça procède un peu d'une idée un peu contre-intuitive, parce qu'on se dit au départ, les données primaires, c'est celles qu'on utilise régulièrement, alors
que les secondaires, ben, on les met à part, ce sont des données froides, et donc les mettre toutes les deux, mais je suppose que ça a peut-être trait à la notion de virtualisation, peut-être ou Pas spécifiquement, mais l'objectif, c'est pas de les mélanger. L'objectif, c'est de fournir une infrastructure de sauvegarde et d'archivage qui repose et qui tire parti de l'ensemble des technologies Nutanix. C'est-à-dire qu'on a, lors de cet événement, annoncé ce que je vais qualifier d'une appliance de sauvegarde et d'archivage, basée sur les technologies Nutanix. Par contre, avec des nœuds de stockage qui sont des nœuds très spécifiquement dédiés aux données de sauvegarde et d'archivage. La force de la proposition, c'est de se dire, elle conserve toute la valeur ajoutée de Nutanix, à savoir démarrer avec quelques nœuds et pouvoir scaler, avec des nœuds qui sont très spécifiques, avec bien évidemment des nœuds fortement volumétriques qui délivrent de la performance lorsque je fais des sauvegardes et de la restauration, mais en tout état de cause, c'est de la performance plutôt de type séquentiel et pas aléatoire. Et donc je vais pouvoir construire un cluster Nutanix dédié aux environnements de sauvegarde et d'archivage, à côté de mon cluster Nutanix éventuellement de production, pour mon cloud privé, qui va être managé par la même console d'administration et de supervision Prism. Donc là, ce que l'on a annoncé, c'est cette fonctionnalité, mais en plus de cela, on conserve l'ADN de Nutanix, c'est l'ouverture. C'est-à-dire qu'on n'a pas pour ambition de développer un logiciel de sauvegarde, on travaille avec les grands fournisseurs de logiciels de sauvegarde, on a annoncé lors de cet événement le support dans un premier temps de Veeam, d'IQ, puis plus tard de Commvault, Veritas et Unitrends. Donc les solutions... Exactement. Donc ça veut dire que lorsque je souhaite mettre en œuvre une infrastructure de sauvegarde et d'archivage qui tire profit et bénéfice de l'ensemble de ce que l'on a démontré sur l'infrastructure cloud privée Nutanix, je peux le faire en m'adressant à Nutanix, en ayant Veeam, par exemple, préinstallé sur l'ensemble des nœuds de l'infrastructure de sauvegarde, avec des licences Veeam prêtes à l'emploi pour les utilisateurs. Et quand je parle d'ouverture, je parle aussi du fait que lorsque je veux sauvegarder mes environnements avec Veeam, lorsque j'ai Veeam en tant que logiciel de sauvegarde sur cette infrastructure de sauvegarde et d'archivage, les logiciels Veeam permettent non seulement de sauvegarder et d'archiver l'ensemble des infrastructures gérées par un cloud privé Nutanix, mais pas seulement. Les logiciels Veeam peuvent aussi prendre en compte l'ensemble de l'écosystème à sauvegarder chez les clients finaux, non seulement les clouds privés Nutanix, mais les serveurs physiques ou les autres environnements de stockage traditionnels. D'accord. Et est-ce que vous êtes totalement neutre vis-à-vis de toutes ces solutions, ou est-ce qu'il y en a certaines avec lesquelles vous avez une proximité plus grande? On est neutre, c'est-à-dire que c'est le client qui dit « moi je veux ça ». Exactement. Parce que j'utilise ça déjà, j'ai pas envie de changer. Exactement. Il est clair que changer de logiciel de sauvegarde, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas simple, et relativement peu de clients. En général, changer de logiciel, c'est pas simple. Ouais, et la sauvegarde, c'est encore un cas particulier dans changer de logiciel. Mais non, on est complètement neutre. Dans un premier temps, les appliances sont disponibles avec les clusters, les infrastructures de sauvegarde et d'archivage sont disponibles avec du Veeam ou du IQ. Et dans un deuxième temps, d'autres logiciels de sauvegarde vont être intégrés. Le point important, un des points importants aussi, c'est que on a intégré dans la console d'administration Prism, dont j'ai parlé tout à l'heure, pour gérer une infrastructure cloud privée Nutanix, on a intégré toute la remontée du pilotage de la sauvegarde, remontée par le logiciel de sauvegarde. C'est-à-dire que dans la console d'administration et de supervision de mon infrastructure de sauvegarde et d'archivage, je vois non seulement le fonctionnement intrinsèque de l'infrastructure en elle-même, mais je vois aussi les jobs de sauvegarde, j'ai une vision sur les jobs de sauvegarde en cours, les jobs de sauvegarde passés, la volumétrie utilisée, ce qui est utilisé pour l'archivage, etc. Donc je n'ai pas besoin d'avoir Il y a une seule console d'administration et de supervision pour mon cloud privé de production et mon cloud privé de sauvegarde et d'archivage. En sachant que la grande valeur ajoutée aussi de cette architecture, c'est que elle bénéficie de tous les services de Nutanix, à savoir qu'on travaille d'ores et déjà à intégrer la technologie S3
pour pouvoir faire de l'archivage long terme sur le cluster de sauvegarde et d'archivage Mine, qui s'appelle Mine, voire des portées sur du S3 en externe, c'est-à-dire des Amazon, Google ou d'autres fournisseurs. Très bien. Alors, justement, vous parliez d'Amazon, et ça nous amène au quatrième point, qui est une intégration plus forte avec AWS. Quelles ont été les annonces qui ont été faites à Anaheim? Vous savez, la stratégie Nutanix, c'est vraiment d'offrir la possibilité à nos clients. XiFrame est un excellent exemple, hein, à nos clients de pouvoir déployer leurs applications là où ils le veulent, sur du cloud privé Nutanix, sur d'autres clouds privés ou sur du cloud public. Et l'accord avec Amazon et l'annonce avec Amazon est relativement importante dans ce cadre-là. On a annoncé en fait le support chez Amazon Web Services des serveurs bare metal EC2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que je peux construire un cluster Nutanix chez AWS en utilisant les mêmes credentials, les mêmes règles d'accès, les mêmes VPN. Si j'ai déjà une connexion avec le cloud d'Amazon Web Services en Direct Connect avec du VPN, si j'ai déjà défini des virtual cloud privés chez Amazon, je réutilise exactement la même infrastructure. Donc en tant que fournisseur d'infrastructures de cloud privé, j'étends mon infrastructure de cloud privé dans le cloud public Amazon et je me comporte exactement de la même manière. Et là encore avec une console unique pour toujours la même console, console unique. Et là où on a beaucoup travaillé, c'est sur l'intégration chez Amazon Web Services, notamment l'intégration réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a modifié des parties de code pour faire en sorte qu'il y ait une intégration totale dans l'infrastructure réseau d'Amazon Web Services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon cloud Nutanix, qui fonctionne chez Amazon Web Services, a aussi accès aux services sans surcouche, oui, sans surcoût, aussi différents à l'ensemble des services qui sont disponibles chez Amazon Web Services. C'est le meilleur des deux mondes, si je puis dire, réunis. C'est exactement. Une dernière chose qui est importante, c'est que un certain nombre de clients souhaitent mettre en place ce genre de choses, par exemple pour du débord, pour des besoins de... à un moment donné, j'ai des traitements applicatifs qui fonctionnent sur mon cloud privé Nutanix. Je souhaite pouvoir utiliser plus de ressources. Le service des impôts, par exemple, la veille de par exemple. Et pouvoir utiliser plus de ressources, mais sans avoir à migrer ou à transiter mes applications et mes données vers du cloud public. Donc dans ce cadre-là, je peux instancier un cluster Nutanix qui va se comporter exactement de la même manière chez Amazon Web Services pour pouvoir utiliser autant de ressources que je le souhaite de manière temporaire chez Amazon Web Services. Mais on a apporté une fonctionnalité qui est l'hibernation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre votre infrastructure cluster Nutanix qui tourne chez AWS et vous allez pouvoir la mettre en hibernation. Vous allez pouvoir arrêter toutes les machines. Et donc je ne paye pas. Vous ne payez pas. Vous allez arrêter toutes les machines, sauvegarder toute votre infrastructure, toute votre configuration je la redémarre dans du S3 et vous la redémarrez quand vous le souhaitez. Ok, écoutez, je crois qu'on a fait un tour très complet, très détaillé. Je pourrais même dire que finalement on n'avait pas besoin d'aller à Anaheim pour votre conférence .next. En tout cas, Bruno Picard, merci beaucoup. Je vous en prie. Même si on n'a pas besoin d'aller à Anaheim, j'invite tous nos clients à venir nous voir à Copenhague au mois d'octobre pour le même événement en Europe où il y aura encore de nouvelles annonces. Très bien. Merci encore. Merci à vous.